Pour survivre, Boy devra faire preuve d'une incroyable habileté. Dans ce monde, la stabilité est maintenue en rendant les plus forts encore plus forts. Et les plus forts peuvent aussi manger plus, augmentant ainsi leur énergie spirituelle. Mais un soldat découvre un pouvoir mystérieux dans ce monde. En pleine bataille, le chef d'un camp est informé que le flanc gauche se bat bien et parvient à défendre la plantation, mais que le flanc droit est repoussé. Au milieu de cette zone de guerre, les humains résistent à l'invasion de primates géants qui font des ravages dans les lignes de défense. Parmi les protecteurs, Kai est seul face à un semi-humain et appelle son camarade Manso à l'aide. Cependant, Kai est renversé et rendu vulnérable alors que de nouveaux ennemis encerclent le jeune combattant, tandis que Manso est projeté par un coup. Kai est sur le point d'être frappé lorsqu'un homme frappe le primate par derrière et sauve le garçon. Ce guerrier se présente alors comme Allah, le fils aîné de Malak Vezin, et les humains alentour célèbrent l'arrivée de leur seigneur. Fatigué de l'invasion de Cé et singes, Allah ordonne aux ennemis de contempler la puissance du dieu de la terre qui réside en lui. Instantanément, l'écusson divin s'active sur le visage du noble, preuve devant tous qu'il porte la bénédiction du dieu. Bientôt, les singes attaquent à nouveau, mais Allah coupe facilement le bras du premier et la tête du second. Dans leur langue, l'un des primates dit aux autres de reculer, tandis qu'il s'avance pour défier seul le guerrier béni. Ce singe est différent des autres car il porte également une crête divine qui rayonne sur son visage, ce qui devrait théoriquement équilibrer le combat. Sûr de lui, le semi-humain charge avec toute sa fureur, mais la vitesse d'Allah est inégalée. Grâce à son agilité, l'homme esquive un coup puissant tout en infligeant une coupure extrêmement profonde à son adversaire, mettant fin au combat plus tôt qu'on ne l'aurait imaginé. Ainsi, les habitants du village de Lag hissent leur drapeau et célèbrent la victoire, tandis que les singes restants s'enfuient suite à la mort de leur chef. Observant l'horrible chaos laissé sur le champ de bataille, Manso fait remarquer à Kai qu'ils ont survécu un jour de plus. Au milieu de tout cela, Allah extrait la pierre divine du chef ennemi pour s'en nourrir. Puis il ordonne à ses alliés de faire de même avec les pierres d'autres primates morts. En consommant la substance, le Seigneur est gratifié d'une aura rougeâtre autour de son corps. Manso casse une pierre divine et la partage avec ses camarades. Avant de la partager, il remercie la terre-mère et l'esprit du brave dieu de la terre qui leur a été transmis par leurs ancêtres. Au fur et à mesure que les soldats ingèrent la substance, ils sentent leur énergie spirituelle augmenter. Comme la consommation de la moelle d'une pierre divine augmente l'énergie spirituelle et rend plus fort, Kai veut en prendre davantage. Mais Manso l'avertit qu'il n'en sera rien, car ils ne sont que de simples soldats. Dans ce contexte, un guerrier informe le seigneur que les autres pierres seront livrées au château. Un combattant plus âgé, Maître Basco, explique à Manso et à Kai que la plupart de ces objets devraient aller aux porteurs de bénédiction, comme le seigneur Allah. Après tout, la stabilité est maintenue en rendant les plus forts encore plus forts. C'est ainsi que fonctionne ce monde. Conscient de cela, Kai déplore que les simples soldats comme eux doivent devenir plus forts sans l'aide de ressources aussi utiles. Plus tard, lors d'une fête réunissant les habitants du village, le chef déclare que les terres humaines situées dans des régions reculées comme la leur ont été attaquées par des semi-humains pendant longtemps, mais que Lag a été défendu grâce à l'effort de ses courageux guerriers. Lui, Moloch Vezin, est fier de chacun d'entre eux. Lassé de ces discours, Manso veut juste manger rapidement, et heureusement pour lui, Moloch conclut le discours par une brève prière de remerciement à la terre-mère. Enthousiaste, Manso s'attaque à la nourriture, mais il se heurte à une partie du repas qui est extrêmement dure à mordre. Autour de lui, un autre soldat attablé aimerait bien manger autant que ses camarades, puis un compagnon lui fait remarquer qu'il n'a qu'à travailler plus fort. Au passage, Kai fait remarquer que Manso a de la chance d'avoir plus de nourriture que lui, et l'ami lui répond qu'il n'est pas chef d'escouade pour rien. Sur ce, Kai promet de s'entraîner jusqu'à ce qu'il tombe raide et devienne plus fort pour un régime plus digne. Tenant sa promesse, le jeune guerrier s'entraîne avec sa lance au milieu de la nuit, mais finit par tomber sur le dos après avoir raté un pas.
Décidément, la maigre nourriture qu'il reçoit ne suffit pas, car comme le disent nos grands-mères, un sac vide ne tient pas debout. Furieux, le garçon réclame une boule de riz. Manso arrive à ce moment précis et demande ce qu'est une boule de riz. L'ami explique que cela lui est venu à l'esprit et que, même s'il ne sait pas ce que c'est, il est sûr que cela doit avoir bon goût. Manso répond que le gamin pète parfois les plombs, ce avec quoi il est tout à fait d'accord, même s'il n'a aucune idée de la raison. Enfin, Kai demande à son ami de regarder les tombes du village destinées aux personnes ayant une famille, puis de les comparer aux tombes des personnes comme lui, qui n'ont ni parents ni frères et sœurs. Ce ne sont que des brindilles et des pierres couvertes de vignes, car ces personnes n'ont personne pour pleurer leur mort. Le garçon pense donc qu'il est condamné à l'oubli. Pour être honnête, il a l'impression de n'avoir jamais vécu dans ce village depuis le début, ce qui crée un besoin de ne pas accepter cette réalité. Et c'est pourquoi le guerrier deviendra aussi fort que possible pour survivre. Pour cela, il doit manger le peu de nourriture disponible et s'entraîner plus dur que les autres. Mais cela ne suffit pas. Pour survivre, Kai a besoin de quelque chose qui l'aide à gagner des batailles, comme une compétence qui pourrait élever son statut à un autre niveau. En écoutant chaque mot, Manso renforce sa théorie selon laquelle cet enfant vit dans un monde imaginaire. Pendant ce temps, Olja est en pleine discussion avec sa sœur José. Selon la guerrière bénie, leur père n'attend pas de la jeune fille qu'elle fasse ce qu'il fait, considérant que les femmes de la maison du baron n'ont pas besoin d'apprendre à se battre. En disant cela, Olja prend le bâton des mains de sa sœur et s'en va, et José regrette qu'elle aurait pu aider le village si elle avait été un homme. De retour au camp, il s'entraîne avec un chef d'escouade qui lui fait clairement comprendre qu'il ne gagnera aucune bataille s'il continue à reculer. À un moment donné, Kai est frappé et retombe sur le dos, mais au lieu d'entrer en collision avec le sol, son corps s'enfonce simplement dans une mer fantastique couverte de braise. Soudain, une réaction électrique charge son corps flottant jusqu'à une ville moderne dans un autre monde, tandis que sa main génère une couche d'énergie étrange. Kai se réveille à ce moment précis et commence à croire qu'il a été victime d'une quelconque magie. Manso pense qu'il a encore fait perdre une vis à ce pauvre enfant et s'excuse, mais Kai se relève avec une confiance étrange et un sourire aux lèvres. Seul avec ses pensées, il se dit qu'il a de nouveau été confronté à des souvenirs de choses qu'il n'a jamais vécues dans sa vie. Parfois, il voit des souvenirs inconnus dont il n'a jamais entendu parler, et d'après ce qu'il sait, certaines personnes sont comme ça, mais il est hors de question qu'il dise à quelqu'un qu'il vit aussi cela, pas même à Manso. En fait, ce sont ces souvenirs qui ont fait découvrir à Kai les boules de riz, mais ces visions ne changent rien à sa vie, même s'il s'agit de magie ou de quelque chose de ce genre. En effet, Kai n'a jamais vu de magie dans sa vie, car c'est quelque chose qui n'existe que dans les contes de fées. Mais pour une raison quelconque, ces et choses continuent d'apparaître dans ses visions bizarres. Si par hasard, il pouvait utiliser des sorts lors d'une bataille, ce ne serait pas plus mal. Plus tard dans la nuit, Moloch Vézine reçoit un message par l'intermédiaire d'un des aigles dressés du village. En entrant dans sa maison, il discute avec Ola d'une horde d'orques apparue dans la forêt à l'ouest, indiquant que la bataille se déroulera près de Villabania. La cérémonie d'alliance doit avoir lieu dans quelques jours. Villalag doit donc se dépêcher. Hier, c'étaient les singes, et maintenant les orques sont prêts à causer à nouveau des maux de tête. Moloch déplore que les soldats n'aient pas le temps de se reposer, mais son fils lui rappelle que c'est le devoir d'un soldat de marcher et de verser du sang pour défendre sa terre sans se poser de questions. Le chef affirme néanmoins que tous les villageois sont les enfants de Moloch. Incapable de dormir, Kai commente l'absurdité de produire des flammes avec sa main. Dans le lit à côté de lui, Manso veut comprendre quel voyage il est en train de faire, et Kai explique qu'il pensait à quelque chose comme un rêve éveillé. Manso dit que ce n'est peut-être pas un rêve, car il y a eu une fois un moine voyageur qui, sans signe de feu dans un endroit complètement sombre, a levé son doigt et a invoqué des flammes, l'utilisant comme s'il s'agissait d'une lumière. Impressionné, Kai demande si c'est bien vrai, et son ami lui répond que ce n'est qu'une histoire qu'il a entendue un jour. Le lendemain,
Le jeune rêveur quitte le dortoir tôt le matin et réfléchit à ce qu'il a entendu avant de s'endormir. Peut-être que, pour une raison ou une autre, il pourrait aussi tirer du feu de ses doigts si cette chose magique utilise un pouvoir magique. Si c'est le Xia, d'après ce que l'on sait, cette activité est obtenue en rassemblant la puissance mystérieuse qui existe dans le monde, et le monde dans lequel vit Kai est également constitué d'une puissance mystérieuse. L'énergie spirituelle est présente dans chaque personne et augmente lorsqu'elle mange des pierres divines. Si une bonne quantité de cette énergie est rassemblée, le garçon pourra peut-être être surpris par quelque chose de spécial. Pour vérifier sa théorie, Kai se rend d'abord dans la plantation située à l'arrière du dortoir et tente d'invoquer du feu avec son doigt par une commande vocale, mais rien ne se passe. Ensuite, il tient son poignet avec l'autre main et concentre tout son esprit sur le doigt. Mais il semble que le simple désir ne suffise pas. La question est de savoir comment il peut rassembler l'énergie spirituelle. Considérant que cette énergie se trouve probablement à l'intérieur de sa poitrine, Kai concentre son esprit pour sentir cette zone de son corps et ressent une sorte de chaleur à l'endroit où sa pierre divine est censée se trouver. Se laissant emporter par cette chaleur, il pointe à nouveau son doigt vers l'avant pour tenter de tirer du feu, mais avec la force qu'il déployait, il était plus facile de lâcher sa crosse. Au milieu de tout cela, une légion d'orques marche vers l'ouest, laissant sur son passage une traînée de cadavres humains jusqu'à atteindre les environs de Villalag. Sans tarder, Maître Basco apprend par un message du baron de Villabania que l'espèce ennemie observe leurs mouvements depuis la forêt. Dans une action commune, les soldats des deux villages s'unissent pour enquêter dans les bois, et lorsque des orques sont aperçus à l'affût, un groupe d'éclaireurs humains avance sur eux, dont Kai et Manso font partie du bataillon. Manso transperce la poitrine de la première cible et l'assomme. Kai tente de garder l'équilibre au milieu de ce duel, mais finit par être touché par un camarade de Banya qui a été jeté sur lui. L'orque responsable s'approche lentement de sa prochaine victime, qui est coincée sous le soldat mort et ne peut se libérer. Mais juste au moment où il allait être tué, Kai est sauvé par de nombreuses flèches qui touchent le monstre. Furieux, Manso ordonne à Kai d'arrêter de faire des bêtises, tandis que le jeune combattant ressent une vive douleur à la jambe. Pendant ce temps, le seigneur Allah tire à travers les arbres de la forêt et enfonce la tête d'un orque dans le sol sans même avoir besoin de son arme. Au même moment, les autres cochons géants qui ont vu ce qui est arrivé à leurs copains s'enfuient et Allah se lance à leur poursuite. Un soldat pense à poursuivre l'ennemi à son tour, mais un collègue l'avertit que cela ne sert à rien car ils sont invisibles aux yeux du Seigneur. Manso est contraint de porter son partenaire blessé, qui s'excuse d'être à l'origine de ce problème. Soudain, un soldat prévient que le Seigneur Allah a laissé cette zone aux soldats, ce qui déroute le chef d'escouade puisqu'ils ont encore des orques dans le combat. Kai demande à son ami de le laisser là, mais bien sûr, Manso refuse et ramène le jeune homme à la base. Maître Basco ordonne au reste des escadrons de se disperser et de courir, afin que les orques ne puissent pas poursuivre tout le monde. Pour le malheur du jeune blessé, un orque les poursuit, lui et son compagnon, mais très lentement, juste pour s'amuser. Sachant que les deux mourront sur place si les choses restent en l'état, Kai demande à Manso de partir sans lui. Après tout, Manso ferait la même chose si c'était l'inverse. Attristé par la dure réalité, l'allié promet d'arracher les lianes de la tombe du garçon, puis s'enfuit. Enfin, lorsque Manso s'enfuit, Kai retourne dans l'œil de la tempête, où ses camarades fuient et meurent aux mains de semi-humains rivaux. Pendant ce temps, le jeune homme refuse de mourir, se le rappelant aussi souvent que nécessaire tandis que les souvenirs de sa vie défilent devant ses yeux. Bientôt, il s'arrête lorsqu'il sent la présence de son poursuivant et lui demande de cesser de se cacher et de l'affronter. En dernier recours, l'homme tente de lancer de la magie à partir de son doigt, mais rien ne se passe. Soudain, une machette vole vers le garçon, lui tranchant l'épaule et faisant jaillir de légères étincelles de son index. L'orque qui a lancé la machette se jette sur le garçon et l'agrippe fermement au cou. Mais Kai continue de refuser de mourir, ne voulant pas que son énergie spirituelle s'éteigne dans cet endroit.
La poitrine du garçon se met alors à brûler si intensément qu'elle provoque des étincelles un peu plus fortes sur son doigt. Kai pointe son doigt vers l'ennemi et ordonne à la magie de feu d'apparaître. Et c'est exactement ce qui se passe. Une couche de flamme jaillit sur le visage du cochon géant avec une telle intensité qu'elle oblige la brute à relâcher l'humain. Finalement, l'orque tente de rejoindre le combat, mais succombe à ses blessures et tombe. En regardant ce qui s'est passé, encore stupéfait, Kai est fier de lui, bien qu'il ne puisse pas contrôler le feu qui recouvre encore sa main et brûle son corps. Pour ne rien arranger, il s'effondre sur le sol sans savoir pourquoi, et un frisson commence à s'emparer de son corps, comme si sa vie s'épuisait à force d'avoir utilisé trop d'énergie spirituelle. Cela fait penser à Kai qu'il pourrait mourir sur place. Mais puisqu'il a réussi à allumer le feu, il imagine qu'il pourrait aussi éteindre ce qui reste sur son doigt, peut-être avec de l'eau. De plus, cela lui rappelle que l'énergie spirituelle coule comme l'eau et qu'il faut fermer la porte imaginaire pour endiguer le flux. Comme si cela ne suffisait pas, l'orque parvient à se lever et se lance à la poursuite du garçon. Face à cette pression de vie ou de mort, Kai ferme les portes de son esprit et arrête le flux d'eau qui entretient la flamme sur son doigt. Cependant, encore faible, le garçon est emporté par le cochon sans pouvoir réagir. Bien qu'il puisse à peine voir à cause de ses blessures, l'orque emmène sa victime vers une falaise pour le tuer comme il le mérite, mais comme il allait mourir de toute façon, Kai prend un dernier souffle et entaille le ventre de son adversaire avec son couteau. Dans ce mouvement, tous deux tombent de la falaise et plongent dans l'eau qui les attend en contrebas. Le jeune homme émerge de l'eau vivant et aperçoit son ennemi apparemment mort à ses côtés. Kai s'approche et extrait le noyau pour le digérer, car il est à court d'énergie spirituelle et ne pourra pas repartir sans retrouver ses forces. Après avoir consommé le liquide, le jeune guerrier marche jusqu'à un arbre et se repose à ses racines, réalisant que c'était la première fois qu'il mangeait une pierre divine entière. Malgré cela, la blessure à son épaule est trop profonde et l'hémorragie ne s'arrête pas, poussant Kai à croire que c'est peut-être la fin pour lui. À l'approche de la mort, il observe le magnifique paysage autour de lui et se dit qu'il quittera ce monde heureux d'avoir eu le privilège de contempler une telle beauté dans son dernier souffle, bien qu'il n'ait jamais souhaité mourir si jeune. Quoi qu'il en soit, le garçon s'évanouit, complètement vidé de ses forces. La nuit tombée, les soldats se rassemblent après la bataille. L'un d'eux demande à Manso où est la recrue qui était avec lui, mais en voyant la réaction silencieuse du chef d'escouade, il préfère abandonner le sujet, sachant que de telles pertes sont malheureusement courantes. De nombreuses heures plus tard, alors que le soleil se lève à l'horizon, Kai est réveillé par son éclat radieux après avoir perdu connaissance toute la nuit. Il était certain d'être mort, mais pour une raison inconnue, sa blessure à l'épaule était guérie et ne lui faisait plus mal. Le guerrier soupçonne la pierre spirituelle de l'orgue d'en être la cause, mais il trouve étrange de guérir après seulement une nuit de sommeil. En regardant de plus près l'arbre contre lequel il s'était adossé pour dormir, il remarque que les lianes enroulées autour du tronc lui semblaient étrangement familières, sans qu'il sache pourquoi. Il aperçoit alors quelque chose gravé dans le bois. Il lance un sort de feu pour mieux voir à travers les plantes. À sa grande surprise, le sort est si puissant qu'il est projeté à une grande distance, et en regardant son reflet dans l'eau après sa chute, le garçon découvre son visage marqué par un emblème divin, la marque des bénis. Soudain, l'emblème disparaît, et Kai retourne à l'arbre pour tenter de déchiffrer ce qui était écrit, mais il n'avait jamais vu de telles lettres auparavant. Ne comprenant pas comment son visage avait porté un emblème divin, il court vers un tas de rochers effondrés pour s'enfuir, mais en grimpant, son emblème réapparaît, et la force qu'il en tire brise l'un des rochers qu'il utilisait pour escalader. De retour sur le sable, il ramasse un autre rocher pour s'assurer que c'était bien lui qui l'avait brisé de ses propres mains. Au milieu de tout cela, une voix dans son esprit prononce le mot « Va », poussant Kai à escalader la falaise en effectuant des sauts incroyablement hauts. Incrédule devant ce qu'il vient d'accomplir, il atteint la forêt et regarde en contrebas l'arbre mystérieux qui semble avoir éveillé quelque chose en lui. En s'enfonçant plus profondément dans la forêt, Kai pense que le pouvoir qu'il a acquis est encore plus incroyable qu'il ne l'imaginait. Mais il se demande si cela pourrait vraiment être une bénédiction divine.
Quoi qu'il en soit, s'il est réellement béni, il se réjouit à l'idée de pouvoir manger autant de pierres spirituelles qu'il le souhaite, mais un autre doute l'envahit. Peut-être n'est-il pas béni, malgré l'emblème divin sur son visage. Quoi qu'il en soit, il juge préférable de garder ce secret pour lui, du moins pour l'instant. Quelques heures plus tard, Manso accomplit son devoir avec une expression triste, mais il se détend et sourit bientôt en voyant Kai sortir de la forêt. Le lendemain, malgré sa disparition et la grave blessure qu'il avait subie, le jeune homme est de retour au travail comme si de rien n'était. Inquiet, certains collègues s'approchent de Kai et lui demandent jusqu'où il compte labourer les terres tout seul. En regardant autour de lui, le garçon réalise qu'il a presque complètement labouré le champ par lui-même, chose humainement impossible, du moins en théorie, du moins en regardant son reflet dans l'eau d'un seau. Il remarque que son emblème n'est pas apparu, malgré tous ses efforts. Pendant la pause, les gens pensent que quelque chose ne tourne pas rond chez ce garçon, alors il justifie sa force en expliquant qu'il a mangé des pierres divines jusqu'à satiété. Lors de la bataille au village de Banya, un groupe d'orgues avait été tué dans la forêt, et Kai affirme en avoir mangé 10 ou 20, car il était blessé et affamé. Manso croit son histoire et se souvient avoir entendu parler de quelqu'un qui avait énormément évolué après avoir consommé plusieurs de ces pierres. Ainsi, il se pourrait que ce gamin ait vraiment gravi les échelons du jour au lendemain. Pendant ce temps, une femme remarque qu'Elsa observe les hommes du regard et lui demande si quelque chose là-bas a attiré son intérêt. Non loin de là, Dame José demande au maître Basco comment avancent les préparatifs et il lui montre qu'il a choisi les meilleures offrandes pour la pierre tombale. Les terres reculées comme leur village sont rares, mais les habitants parviennent à bien récolter grâce aux exploits du seigneur du domaine et du dieu de la terre en lui. Après tout, les bénis sont les protecteurs de la terre et leur force rend les sols fertiles. S'assurant que personne ne le regarde, Kai retourne dans la cour du dortoir pour pratiquer sa magie. Cette fois, en concentrant son énergie dans son doigt avec une commande vocale, il parvient effectivement à produire des flammes, sans ressentir de perte d'énergie spirituelle. Ainsi, il est certain qu'il possède désormais un pouvoir incroyable, même s'il ne sait toujours pas s'il est réellement béni. Malheureusement, le garçon est surpris par Dame José, qui tente de comprendre pourquoi son doigt est en feu. Kai essaie de trouver une excuse pour s'en tirer, mais la fille du Seigneur insiste pour savoir ce qu'il est en train de faire. Ainsi, Kai finit par dire la vérité et révèle qu'il essayait de produire des flammes grâce à une capacité qu'il a acquise, sans savoir exactement comment. À cela, José affirme que le garçon pourrait avoir un talent de utilisateur de capacité, une personne capable d'utiliser des techniques mystérieuses qui semblent impossibles. C'est ainsi que l'on appelle les membres de familles spéciales de la région centrale, ainsi que certains moines. Honnêtement, Kai pensait que c'était de la magie, mais la jeune fille n'a aucune idée de ce que ce mot signifie. Passant à autre chose, elle remarque que Kai ne semble même pas fatigué et veut savoir s'il est bien le garçon des rumeurs, celui qui a dévoré une multitude de pierres divines pour devenir puissant. Lorsqu'il le confirme, elle observe que le garçon semble encore intact parce qu'il possède bien plus d'énergie spirituelle que la normale. Il pourrait donc être plus fort dans tous les domaines. Avec cette idée en tête, Dame José décrète que Kai s'entraînera avec elle. Sans attendre, ils commencent un combat d'entraînement dès le début. Sous la pression de son adversaire, Kai réalise la puissance qu'une bénédiction peut conférer à une personne. Son emblème vibrant, José lui demande si c'est tout ce qu'il est capable de faire après avoir dévoré autant de pierres divines, ce qui pousse Kai à promettre d'accélérer le rythme. Après l'exercice, il regarde son reflet dans l'eau une fois de plus, constatant que son emblème n'était pas apparu pendant l'entraînement, ce qui signifie qu'il ne s'était pas encore surpassé. Ensuite, il porta un seau d'eau pour que la fille du Seigneur puisse se nettoyer, et il avoua qu'il pensait que tous les bénis étaient également forts. José répondit qu'elle était encore faible et que son père ainsi que son frère étaient bien plus puissants. Selon elle, la force des bénis variait en fonction de la puissance de leur dieu terrestre, mais les bénis eux-mêmes devaient aussi s'entraîner et se développer, ce qui signifiait que la jeune fille avait encore besoin de beaucoup d'entraînement. Kai répondit qu'elle n'avait pas besoin de s'entraîner aussi dur, ce qui agaça José, car cela semblait sous-entendre que les femmes n'avaient pas besoin d'être fortes simplement parce qu'elles n'étaient pas destinées à aller à la guerre,
alors qu'en réalité, les femmes bénies étaient aussi des protectrices de la terre, et qu'il arrivait toujours un moment où elles devaient se battre. De plus, bien sûr, ceux qui possèdent la bénédiction deviennent puissants pour remporter des batailles. Mais ce n'est pas la seule raison. José était sur le point d'expliquer cette autre raison, mais fut interrompue par un bruit signalant qu'il était temps de faire quelque chose. Bientôt, elle rassembla ses affaires pour partir discrètement, car son père ignorait qu'elle s'entraînait de cette manière. Kai lui demanda de terminer son explication sur l'autre raison pour laquelle les bénis s'entraînent. Alors la jeune fille l'invita à l'accompagner pour le nettoyage mensuel d'une pierre tombale. Kai demanda de quoi il s'agissait, et José mentionna que son dieu terrestre était célébré dans le village d'Ida, mais qu'elle ne partagerait le reste qu'une fois arrivée là-bas. Quelque temps plus tard, un groupe de soldats dirigé par Manso escorta Lady José jusqu'à ce village. Le commandant avertit ses subordonnés de rester vigilants, car ce domaine appartenait au territoire des singes. Un soldat demanda à Kai si la rumeur était vraie, que leur escouade avait été choisie pour l'escorte parce que la fille du seigneur avait choisi sa compagnie. Manso intervint pour dire que Lady José ne connaissait même pas ce garçon, mais certains parmi les hommes croyaient à la rumeur, ce qui fit de Kai le centre de l'attention du groupe. Plus loin, en atteignant une ruine sur leur chemin, un soldat informa Manso et Kai que ce village avait autrefois appartenu à la famille Moloch, mais qu'ils avaient fui à cause des fréquentes attaques de demi-humains. Quoi qu'il en soit, il restait encore une pierre tombale là-bas, et leur mission était d'empêcher que les dieux terrestres continuaient à recevoir des soins appropriés en rendant un hommage digne aux morts. De plus, le sol de cette région était devenu complètement infertile, car la grâce du dieu de la terre avait diminué et n'atteignait plus ce territoire. Cela dit, à la surprise du guerrier aguerri, Lady José s'approcha et dit à Flynn qu'elle souhaitait la compagnie de Kai pour faire un tour dans le village. José mena Kai vers une zone où il y avait autrefois une plantation, mais qui n'était plus qu'un amas de fleurs mortes sur un champ retourné et desséché. À son tour, José pria pour que la grâce de son Dieu se rassemble en cet endroit, créant une aura rouge qui se répandit à travers les plantes. Elle expliqua que les bénis avaient le pouvoir de faire cela, mais que malheureusement, l'esprit du Dieu s'était considérablement affaibli après l'abandon du village d'Ida, et qu'il fallait aussi prendre en compte que José elle-même, la bénie de cette région, n'était pas forte, et que tout ce qu'elle pouvait faire était de s'occuper de ce petit jardin de fleurs. Par exemple, les plantations du village de Lag prospéraient, car son père était fort, s'entraînait constamment et consommait des pierres divines pour maintenir le pouvoir nécessaire à la santé de ce sol. Plus le béni de cette terre est fort, plus la terre devient fertile, et plus la terre devient fertile, plus le Dieu devient puissant. En résumé, comme l'avait dit José, les bénis ne s'entraînent pas seulement pour combattre, mais aussi pour honorer le pouvoir de leur Dieu. Non loin de là, un soldat revint d'un passage souterrain et confirma qu'il n'y avait rien d'inhabituel à l'intérieur. Flynn ordonna à l'escouade One de rester sur place pour protéger la zone, tandis que le reste descendrait avec Lady José. Un jour, dans les profondeurs du passage souterrain, Kai rencontra la pierre tombale du dieu de la terre et remarqua que la même inscription figurait aussi sur la pierre de la vallée, ce qui lui fit penser que celle-ci était également une tombe d'un dieu. Bientôt, le garçon découvrit qu'il pouvait lire ce qui était écrit s'il touchait la tombe. Il y était inscrit « Astérisque moi Eidolon, suis ton serviteur. Je sers le dieu de l'Agdolacta. » Ensuite, il se déplaça de l'autre côté de la pierre tombale pour essayer de lire, mais cette fois, il n'y parvint pas. Il comprenait ce que chaque mot signifiait, comme astérisque temple astérisque ou astérisque pacte astérisque, mais il ne formait aucune phrase cohérente. José lui demanda pourquoi ce fou parlait tout seul, et distrait, Kai finit par regarder l'encolure de la jeune fille, ce qui le rendit encore plus étrange qu'il ne l'était déjà. Autour de la ruine, 2 singes s'approchèrent de la zone et remarquèrent les mouvements des humains. À l'intérieur du passage souterrain, Kai confia qu'il ne savait pas que José s'entraînait pour devenir forte pour le village d'Eda, et elle partagea qu'elle avait l'intention, un jour, de reconstruire ce village. Après tout, elle avait reçu la protection d'Eidolon, le dieu de la terre du village d'Eda, ce qui la rendait responsable de cet endroit. Ainsi, la jeune femme promit de devenir suffisamment forte pour cultiver toutes sortes de plantes et faire fleurir les fleurs qu'elle aimait tant dans ce village, afin que beaucoup de personnes viennent y vivre.
En écoutant son discours, certains soldats autour d'eux s'enthousiasmèrent à l'idée d'accompagner la dame dans sa mission, tandis que Kai réfléchissait au fait qu'un béni avait une responsabilité envers la terre, les dieux et les gens. Lui, en revanche, n'avait ni terre, ni dieu, ni responsabilité. À ce moment-là, un guerrier alerta les présents qu'une menace rôdait à l'extérieur. Dehors, Flynn ordonna à Manso d'envoyer son escouade escorter Lady José et de s'échapper par l'avant, tandis que certains hommes jetaient du sable sur la tombe pour la dissimuler rapidement. Quant aux autres soldats, ils devaient attaquer l'ennemi par l'arrière. José s'approcha avec une lance et annonça qu'elle se joindrait au combat. Mais Flynn lui rappela son importance. Elle devait donc retourner saine et sauve au village de Lag. De plus, José n'avait aucune expérience du combat. En entendant cela, la jeune fille fut blessée par ces paroles, mais il n'y avait pas de temps à perdre, alors Manso l'accompagna vers un lieu sûr. 2 singes s'approchèrent de la ruine et l'un d'eux lança une pierre sur un soldat qui se protégeait derrière un mur brisé. L'escouade de Manso courait en tête avec la fille du seigneur, mais l'autre singe du duo les rattrapa et piétina même le jardin de fleurs que José tentait de cultiver. Extrêmement nerveuse à cette vue, la jeune fille se plaça devant les autres et pointa sa lance vers l'ennemi. Pour aggraver la situation, un autre singe géant apparut soudainement, mais José ne flancha pas et se présenta comme la fille de Moloch Vézine, affirmant que le pouvoir du dieu de la terre résidait dans son corps. De même, l'adversaire ne recula pas. Alors, voyant que le singe s'apprêtait à frapper la jeune femme avec sa hache, Kai la poussa en arrière et transperça la poitrine du singe avec sa lance. Ensuite, le garçon ramassa l'arme du simien au sol et courut vers le suivant, lui portant un coup de lance dans la poitrine. Cependant, le singe resta debout, repoussa la lance de l'humain, sauta et planta sa hache dans l'épaule de son adversaire, puis un poignard dans son dos. À partir de ce moment, Lady José aperçut l'emblème divin sur le visage du jeune soldat.